Notre invité est le journaliste togolais Luc Abaki. Avec lui, nous allons parler de l'Ukraine, comment aider le président Zelensky, du calme ou des armes. Luc Abaki, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Alors l'Ukraine qui vit des moments difficiles, on voit son président devenu chef de guerre. Comment l'aider, du calme ou aux armes, ou des armes plutôt? Alors l'aide, premièrement, première question, l'aide doit venir d'où, Luc Abaki? Merci beaucoup pour cette question, mais j'ai quand même un préalable pour dire que tout ce qui est relatif à la guerre est à déplorer. Et je suis désolé que nous en soyons arrivés là, que l'humanité ait fait le pari de recourir à la guerre en général, en fabriquant des armes de destruction massive et en décimant les vies. Cela dénote d'une certaine forme de recul et un approchement de l'homme vers l'espèce animale, parce qu'en réalité, nous avons des facultés qui devraient nous permettre de nous détacher de d'autres espèces et de montrer notre différence par nos qualités intellectuelles, spirituelles, en tout cas un acquis sur le plan des valeurs qui ferait qu'on peut se démarquer, on peut s'affirmer dans cette humanité, voilà, par ce que nous avons de mieux que les autres espèces. Malheureusement, l'humanité ayant choisi de recourir à la force brute en fabriquant l'arme, il se trouve que la mode aujourd'hui, pour marquer la différence et pour s'affirmer au sein de l'humanité, c'est l'utilisation de l'armement, justement, de la puissance militaire qui va jusqu'à la puissance nucléaire, etc., etc. Cela dit, nous sommes de plein pied dans cette réalité avec l'opération militaire qui a été enclenchée par la Russie le 24 février dernier en Ukraine. Aujourd'hui, c'est vrai que je crois que le président Zelensky est en train de se rendre compte qu'on lui a vendu une forme d'illusion par le passé, parce que il faut reconnaître qu'en réalité, c'est l'OTAN qui lui a, si vous voulez, vendu, miroité la perspective d'une entrée éventuelle de son pays au sein de cette organisation de défense militaire et même aussi d'attaque. Et donc aujourd'hui, où ce pays a été, si vous voulez, attaqué par la Russie, il se trouve que tous ces alliés potentiels ne sont plus en mesure, en tout cas, de le venir en aide, à part les discours et justement ces appuis en termes de munitions, de matériel militaire, etc. Financier également ces dernières heures. Voilà, il parle d'appui financier, d'appui sur le plan humanitaire, etc. Mais cela ne peut en rien empêcher le président russe, qui se sent menacé par tous les jeux qui se complotent sur le terrain ukrainien, et donc de vouloir dénazifier et démilitariser justement ce territoire-là. Donc, qu'aujourd'hui Zelensky ait besoin d'une aide, c'est à lui d'exprimer avec précision, en tout cas son vœu, mais je crois que la meilleure aide qu'il peut se donner lui-même, c'est de renoncer à toutes ces ambitions illusoires qui lui ont valu ce qu'il est en train de subir aujourd'hui, et donc de s'attacher à nouveau à la Russie, dont son pays est purement et simplement une ablation. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple ukrainien et le peuple russe ont une histoire commune, la géographie les a unis depuis toujours, et ils ont une civilisation qui ne peuvent pas dissocier l'un de l'autre. Et donc, je pense que... Est-ce que ce n'est pas à ce peuple de se prononcer? On le voit, Luc Abaki, par le truchement des élections. Le peuple a toujours voté, a souvent voté, j'allais dire, pour un pro-occidental. Ah non, mais je crois que vous avez une lecture biaisée quand même des réalités de ce peuple, parce que de par l'histoire, il est clair qu'à un moment donné, le peuple ukrainien se sentait beaucoup plus proche de la Russie, pour la simple raison qu'ils ont une histoire commune. Voyez-vous, ils faisaient tous ensemble de l'ex-URSS. Et puis, il faut rappeler que lorsque l'URSS avait été démantelée, et puis en 1994, il y a eu un programme de démilitarisation de l'Ukraine, et qui a d'abord amené ce pays à donner toutes ses armes nucléaires à d'autres pays, notamment à la Russie. Et cette envie de voir ailleurs, Luc Abaki, oui, ça vient d'où?
précisément? Non, mais Ça justement... vient de Zelensky seul? Non, il faut comprendre un peu ce qui se passe avec la géopolitique. Logiquement, avec la disparition de l'URSS, logiquement, l'OTAN devait être aussi démantelée. Pour la simple raison que c'était les forces antagonistes, c'est-à-dire qu'en réalité, après la Deuxième Guerre mondiale, qui est donc finie en 1945, il a été mis en place, dans la perspective de cultiver la paix dans le monde, il a été mis en place l'Organisation des Nations Unies. L'objectif était de faire en sorte à mettre derrière l'histoire de l'humanité ces questions de guerre-là, parce que la Deuxième Guerre, a tellement montré que l'homme était trop proche de l'animal, en décimant aussi littéralement la vie humaine. Voyez-vous? Mais 4 ans après, en 1949, les États-Unis ont cru nécessaire de s'allier à une douzaine d'États en Europe pour créer ce qu'ils ont appelé l'OTAN. Et donc, c'est une organisation purement militaire. Ils parlent de défense, mais on se rend compte dans la pratique qu'il s'agit d'une force d'attaque et d'hégémonie en vue du contrôle systématique de l'humanité. La Russie n'a pas voulu se faire compter l'histoire non plus parce qu'elle voyait la menace venir. Et donc, en 1955, la Russie a, elle aussi, adopté un certain nombre de pays pour signer le pacte de Varsovie, voilà, qui permet justement de créer la force militaire alternative. Voyez-vous? Et donc, depuis tout ce temps, ils sont restés en antagonisme. Et on a failli atteindre encore le pic d'une nouvelle guerre en 1962, lorsque l'OTAN est allé positionner ses missiles nucléaires en Turquie, donc à quelques encablures seulement de la Russie, de l'URSS. À l'époque, donc le président russe a lui aussi positionné ses missiles au niveau de Cuba en 62. Et donc le président Kennedy de l'époque était si furieux, était même prêt à effacer Cuba de la carte du monde, pour la simple raison qu'il avait senti la menace. Les discussions étant enclenchées, il a été clair à l'époque que personne ne saurait encore s'étendre vers la zone de sécurité de l'autre camp. C'était ça le principe. Contrairement à Poutine aujourd'hui, le président Kennedy, lui, il ne l'avait pas fait. Oui, donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu cette guerre-là entre eux, tous ont retiré leurs missiles, aussi bien en Turquie qu'au Cuba, et donc il y avait une forme de paix. C'est vrai que c'est ce moment qu'on parlait de la guerre froide, etc. Mais au bout du compte, la Russie, l'ex-URSS, a été démantelée en 1991, si j'ai bonne mémoire, et puis normalement, l'OTAN devait elle aussi se dissoudre pour qu'on puisse cultiver l'esprit de la paix. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas Zelensky en personne qui a initié cette démarche très dangereuse pour l'Ukraine, mais c'est l'OTAN qui, dans sa quête de l'hégémonie, dans son plan d'encercler systématiquement la Russie et éventuellement de l'attaquer par surprise, est en train de s'élargir jusqu'aux portes de la Russie. Donc, ce que Poutine ne peut jamais accepter. Zelensky est manipulé, vous voulez dire? Absolument. D'abord, c'est un pro-occidental. Vous avez vu les conditions dans lesquelles il a été amené au sommet de l'État ukrainien. En réalité, ce n'est pas un homme politique. C'est un acteur du cinéma voilà, qui a été coopté justement par les Occidentaux à la suite de beaucoup de soubresauts, parce qu'en 2014, il y a eu le régime démocratiquement élu en Ukraine qui avait été justement l'objet de sabotage jusqu'à ce que finalement les Occidentaux réussissent à positionner Zelensky comme étant leur pion. Et à compter de ce moment-là, ils ont commencé un jeu dangereux en faisant des exercices militaires en mer Noire au niveau de l'Ukraine et en faisant en sorte à pousser Zelensky vers l'OTAN et l'Union européenne. Et donc, à plusieurs reprises, j'ai cru comprendre que Poutine a pris soin d'avertir que ça, ce serait le Rubicon qu'il ne fallait jamais franchir parce que, évidemment, il y avait des accords tacites depuis longtemps que personne ne va aller dans le champ de résonance de l'autre. Voyez-vous? Donc, Zelensky est aujourd'hui objet d'une forme de manipulation et il se rend compte, vous voyez, à travers ses discours, qu'en réalité, il a été floué. Il a affirmé aujourd'hui qu'il reconnaît que l'Ukraine ne peut pas rentrer dans l'OTAN. Et donc, pourquoi... Avant de continuer, Luc, oui. Vous avez parlé de champ de résonance. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le Mali est un champ de résonance de la Russie?
Ben, on ne peut pas le dire ainsi. En fait, dans le contexte du Mali, il s'agit des partenariats, tout simplement, des partenariats gagnant-gagnant, des partenariats militaires qui permettent justement aux pays africains justement de s'affranchir de certains fléaux, notamment le terrorisme et le djihadisme. Ce n'est pas le même cas de l'Ukraine, parce que ce dont je parle, le champ de résonance dont je parle, est lié beaucoup plus à la géographie. C'est-à-dire qu'aucune autre force adverse ne doit pouvoir s'aventurer jusqu'aux limites du champ de sécurité du bloc de l'Est ou de l'Ouest. C'est ça le principe, voyez-vous. Mais il se trouve que Zelensky a été bluffé. Il a fait l'objet d'une manipulation systématique parce qu'il a une immaturité politique et donc il était pratiquement dans le rêve. Aujourd'hui, il se rend compte de la réalité qui est que les Européens, en tout cas les Occidentaux, ne sont pas en mesure de lui apporter l'appui nécessaire dont il a besoin pour prendre la Russie en adversaire. Voyez-vous? Donc, dans ces conditions-là, c'est ce que je suis en train de dire, il va falloir qu'il revienne vraiment sur terre et qu'il comprenne que son salut dépend littéralement de son aîné d'hier, de son frère et du peuple dont il partage systématiquement la civilisation. Visiblement, ce n'est pas ce qu'il veut parce que le statut d'État neutre proposé par la Russie, il a même refusé ce statut. Il s'était adressé au Congrès américain. Oui. Alors Zelensky ne voit pas les choses comme vous. Non, il faut éviter le langage politique qui est servi dans les médias internationaux et en réalité, les réalités existentielles. N'oubliez pas que Zelensky a été amené à même dénoncer les pays occidentaux qui ne se montrent pas suffisamment braves, qui ne se montrent pas solidaires du peuple ukrainien. Oui, il a fait 48 heures plus tard, il s'adresse au Congrès américain. Voilà, il mais tout pas dans cela, la contradiction. Non, c'est clair qu'il est en train de montrer qu'il est dans l'émotionnel, qu'il est dans une instabilité émotionnelle et qu'il est en fait désemparé. Et donc, toutes les fois qu'il reçoit une forme de promesse, etc., il reprend un peu de rêve. Mais ce qui est clair, c'est qu'à partir de l'instant où les États-Unis ont été très clairs qu'ils ne pourront pas amener un seul soldat américain mourir sur le théâtre de guerre en Ukraine, c'est pour éviter aussi la Troisième Guerre mondiale, comme ils le disent. Voilà, il doit pouvoir comprendre. Ce n'est pas seulement que cela, c'est à cause de la suprématie militaire et nucléaire de la Russie qu'aucun pays ne peut s'hasarder à vouloir affronter ce géant aujourd'hui. Voyez-vous? Donc, le président ukrainien doit pouvoir comprendre qu'il ne peut plus se laisser bluffer parce qu'il a sur les épaules la vie des millions de personnes, plus de 40 millions ou 40 millions ou 50 millions, je ne sais pas, le peuple ukrainien est quand même beaucoup. Donc il ne peut pas s'amuser, il va falloir qu'il prenne une ligne suffisamment claire qui va déterminer le sort de son pays. Parce que dans tous les cas, Vladimir Poutine n'a pas l'intention de reculer parce qu'il s'agit d'un enjeu de survie de son pays et de son peuple. Et donc, dans ces conditions-là, il ne peut pas s'amuser avec des principes qui sont clairs et qui sont tacitement reconnus par les deux puissances à la fois. Voyez-vous? Donc, il ne sait pratiquement à rien. On voit au même moment en Ukraine que ceux-là, les soldats, sont dévoués à Zelensky et donc ils ne sont pas aussi prêts à lâcher nonobstant la suprématie de la Russie. Oui, ce que nous sommes en train de dire. Voyez-vous, tout ce dont nous parlons, ce que nous sommes en train de commenter, sont pour l'essentiel servis par les médias occidentaux. Et vous savez, vous êtes en tant que journaliste, vous savez comment on choisit l'angle d'un reportage, comment on fait. Voilà. Donc, posez-vous la question très simple. Pourquoi a-t-on... Visiblement, c'est ce qui est fait en Russie. Mais c'est normal. Ouais. C'est une question d'intérêt. Pourquoi a-t-on interdit la diffusion des médias russes en Occident? C'est sans doute parce qu'on ne veut pas avoir un autre son de cloche. Au-delà de tout cela, il faut comprendre qu'en fait, qu'il y a des faits. Les faits sont têtus et sont révélateurs des réalités existentielles de ce peuple ukrainien. Voyez-vous, il est évident qu'au regard de ce que Poutine incarne aujourd'hui sur le plan de la suprématie militaire et en termes de géopolitique, ce n'est pas le genre de monsieur qui va revenir à sa décision qui est de dénazifier et de démilitariser l'Ukraine. Maintenant, le prix
qu'il aura à payer, il est le seul à l'assumer. Ce n'est pas un problème parce qu'il a fait ses calculs en amont avant de s'y engager. Maintenant, l'Ukraine a été prise de court. Elle a été prise de court et elle est surprise par des événements et elle se rend compte en réalité qu'elle n'a point d'alliés. Et lorsque vous vous retrouvez dans une impasse totale, dans une incapacité à affronter véritablement un géant, c'est vrai qu'on vous fait croire que oui, les gens sont déterminés, c'est normal. Et lorsqu'ils sont envahis, il va falloir qu'ils agissent. Et puis les militaires, ils sont formés pour agir en tant que combattants du territoire et faire en sorte à préserver le territoire. Même s'ils ont conscience que leur marge de manœuvre est aussi limitée face à ce dernier. Il va falloir quand même qu'ils vivent en guerriers, en combattant de la vie, plutôt que d'abdiquer. Et là, pour qu'ils abdiquent, il va falloir que le président lui-même soit conscient des dangers auquel il expose donc son pays et qu'il prenne des décisions les plus lucides possibles. Mais j'ai l'impression que pour le moment, il navigue à but, il diverge, il est dans le film, dans le théâtre, dans le cinéma, tout court, il va falloir qu'il se décide parce qu'il s'agit en réalité du sort des millions de personnes. On a parlé des aides, surtout des appuis financiers tout à l'heure, venant des États-Unis et d'autres pays. On a parlé aussi d'appui militaire, il faut le dire, sans intervenir forcément. Et donc, selon vous, Luc Abaki, tôt ou tard, Zelensky doit reconnaître les faits, puisque vous avez dit que ces faits sont têtus. Dans tous les cas, si il manque autant de lucidité, les faits, comme je le dis, vont donc l'amener à cette vérité-là, c'est-à-dire il verra son pays totalement démantelé, en tout cas contrôlé par la Russie, parce que l'avancée russe, même si elle est lente, elle est réelle et elle sera effective dans les semaines qui suivent. Et donc, il n'a qu'à choisir entre bomber le torse dans le néant ou alors revenir à la raison en reconnaissant tout simplement qu'il est impossible de compter donc sur ses alliés, entre guillemets, d'hier, pour revenir donc à la table de négociation et en faisant des propositions qui soient convaincantes et conséquentes. Parce que l'objectif de Poutine, il est clair, il va falloir que l'Ukraine soit un pays neutre, un pays tampon qui permet de garantir la sécurité de la Russie. Parce que de toutes les façons, l'objectif de l'OTAN, c'est de pouvoir atteindre d'une manière ou d'une autre la Russie, de la démanteler, parce que c'est elle seule qui aujourd'hui lui donne de l'insomnie. Donc si elle finit avec la Russie réellement, c'est en ce moment qu'elle aura le temps de faire face à la Chine, qui est un géant de l'Asie, à tout point de vue, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan économique. Dans tous les cas, ce qui se joue en Ukraine, c'est l'ambition de conquérir et de contrôler le monde dans son ensemble. Parce que les Occidentaux voient le mal, le danger venir, puisque s'ils perdent leur hégémonie, vous vous rappelez un peu le discours de Macron qui faisait le constat que l'Europe était en train de perdre son hégémonie sur le monde. Et donc, il va falloir chercher des astuces, prendre des initiatives qui permettront en tout cas de résister. Puisque l'Europe n'ayant aucune ressource viable et n'ayant aucune possibilité de maintenir son existence et sa survie en marge de la conquête des autres territoires, des matières premières à l'extérieur, elle n'a pas de choix que de chercher précisément à conquérir ce monde-là, voyez-vous. Donc je pense qu'elle sait très bien qu'elle est en train de jouer sa survie. Et puis Poutine, très futé, ayant justement une culture suffisamment avisée de la géopolitique, de l'histoire du monde et des réalités existentielles qui l'entourent, essaye justement de marquer la différence en faisant en sorte à donner à son pays une image respectable, un égard, et qu'il puisse avoir la voix qu'il faut pour se prononcer sur les questions qui concernent le devenir de l'humanité. Voyez-vous, donc, Poutine n'est pas un garçon de course. Il n'est pas venu tout à fait par hasard sur les champs politiques, comme c'est le cas de Zelensky. Voyez-vous, vous savez très bien que c'est un monsieur qui est né au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, tout le traumatisme vécu par le peuple russe au lendemain donc, de cette guerre, il l'a connu, il l'a vécu et il a fait le choix
de pouvoir donner à son pays une identité respectable, prendre une revanche sur l'histoire et faire en sorte qu'il puisse donc se repositionner comme une force alternative réelle. Parce que le peuple slave a toujours été considéré comme un peuple d'esclaves par l'Occident et il n'a pas envie de se laisser marcher sur les pieds. Alors, que dites-vous, Luc Abaki, des voix qui sortent même en Russie et qui critiquent l'invasion, si on peut le dire, de la Russie en Ukraine? Vous ne pouvez pas espérer l'unanimité autour d'une action que vous menez en tant qu'être humain. Ça n'existe nulle part, voyez-vous. Et donc, qu'il y ait des voix dissonantes en Russie qui condamnent justement l'action, c'est tant mieux. Parce que de toutes les façons, je vous avais dit dès le départ que l'idéal pour l'être humain n'est pas de recourir à la guerre, qui est un raccourci à la limite lâche. Voyez-vous? Mais il se trouve que l'humanité s'est muée en cela, au point où on renonce aux valeurs identitaires qui démarquent l'être humain des autres espèces. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous êtes dans cette réalité, qu'est-ce que vous faites? Dès lors que vous avez, ou vous aussi, les moyens alternatifs nécessaires, vous avez la possibilité de créer le rapport de force. Et même, vous savez, vous avez cette conscience que vous avez une certaine suprématie dans ce domaine. Alors, si le monde, les autres puissances occidentales sont conscientes de cela et donc elles vont tout simplement renoncer à ce principe de conquête, d'invasion, et alors tout le monde va s'attacher au principe de la paix. Mais si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas non plus être responsable de votre propre mort dans le monde des vivants, alors que vous avez les moyens de défense nécessaires. C'est ça le vrai enjeu qui se joue dans le monde actuel, en tout cas entre la Russie et l'OTAN, et qui va très sûrement se métastaser d'une manière ou d'une autre sur le champ africain. Que pensez-vous du sort qui est réservé à quelques-uns de vos confrères en Russie? Oui, c'est vrai que, vous savez, la Russie, ce n'est pas une démocratie, il faut le reconnaître, hein, ce n'est pas un État l'État de droit où tout le monde est libre de dire ce qu'il veut et de faire ce qu'il a envie de faire. Parce que, effectivement, parfois nous avons aussi besoin de leaders éclairés qui ont une vision et qui aspirent à aller à un but donné. Et lorsque vous êtes dans ce schéma-là, lorsqu'il y a des voix dissonantes, vous avez tendance à les étouffer parce qu'elles vous retardent et elles ne vous permettent pas justement d'imprimer votre marque de façon totale. Et donc, il est clair qu'aujourd'hui, s'il y a des journalistes qui sont brimés en Russie, tout comme en Ukraine, il va falloir condamner cela. Parce qu'en réalité, nous, notre mission est de rendre compte des faits qui se produisent sur les théâtres, que ce soit de paix ou de guerre, mais de faire en sorte donc à informer, à sensibiliser, à motiver, en tout cas à canaliser l'opinion mondiale sur une série d'activités voilà, qui meublent la vie de l'humanité. Donc, s'il y a des journalistes justement qui sont victimes de l'étouffement et donc de musulmans, bien sûr qu'en tant que journaliste et en tant qu'être humain, je n'ai pas d'autre choix que de condamner cela. Il faut dire que les appuis militaires pour le moment ont leurs limites. Ces appuis financiers, l'Ukraine va faire quoi avec concrètement? Ben voilà, justement, c'est la question, parce que sa priorité aujourd'hui, c'est de faire face à la Russie. Et faire face à la Russie, c'est donc de combattre. Et donc, est-ce que les appuis financiers visent à donner les moyens à l'Ukraine d'acheter les armes ou de recruter des gens qui pourront justement être enrôlés dans les bataillons militaires en vue de faire face à la Russie, qui n'hésite pas à frapper à partir de là, parce que la Russie a pris pratiquement le contrôle de l'espace aérien ukrainien. Et donc, dans ces conditions-là, je crois qu'en réalité, Zelensky ayant démasqué par ses communications répétitives la mauvaise foi des Occidentaux, ils n'ont pas d'autre choix que de lui donner l'impression qu'en fait, ils ne sont pas de mauvaise foi. Et donc, ils essayent de surfer sur plusieurs fronts à la fois en lui envoyant des munitions, des équipements militaires et de l'appui humanitaire, de l'argent, tout en sachant très bien que tout cela ne suffira pas à arrêter Poutine, tout comme les sanctions économiques qui sont prises de façon hasardeuse, qui d'ailleurs risquent justement de se retourner contre ces mêmes pays dont la dépendance à la Russie sur plusieurs plans
est indiscutable. Voyez-vous, ce n'est pas pour rien que l'Occident est en train de tergiverser, d'hésiter, et puis de prendre des sanctions et même de revenir sur ces mêmes sanctions, pour la simple raison que, en bonne partie, leur dépendance, la dépendance de beaucoup de pays de l'Occident vis-à-vis de la Russie est totale et réelle, notamment en ce qui concerne le gaz, le pétrole, le charbon, le blé et beaucoup d'autres choses. En réalité, la Russie, Poutine, a organisé depuis très longtemps cette intervention-là parce qu'il voyait tout l'élan de l'OTAN à envoyer tous les pays de l'Est qui faisaient partie de l'ex-URSS, voyez-vous. Et donc, depuis 2014, où il a envahi la Crimée, et donc il a subi un certain nombre de sanctions, il a restructuré son économie et fait en sorte qu'il soit totalement indépendant des puissances occidentales. Aujourd'hui, il exporte à moins de 10% ses produits en dollars. Le reste se fait en roubles, son économie locale. Et donc, il a investi suffisamment dans l'agroalimentaire au point où aujourd'hui, il est principalement le fournisseur du blé, par exemple, aux pays occidentaux. Il a serré les taux au niveau du gaz de manière à faire les surenchères, de maximiser les ressources et qu'aujourd'hui, les pays occidentaux, notamment l'Allemagne, par exemple... les sanctions ne pèsent pas sur la Russie. Mais pas du tout. Même si elles pèsent, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que de façon absolue, il n'y a pas d'impact négatif en ce qui concerne ces sanctions-là sur l'économie de la Russie, mais cet impact n'est pas de nature à effondrer l'économie russe et à déterminer justement la Russie à revenir sur sa décision ou à renoncer à son engagement de dénazifier et de démilitariser la Russie et l'Ukraine. C'est pas possible. Merci beaucoup à vous. Ça a été un plaisir de vous avoir. Vous avez sans doute un dernier mot. Oui, c'est de dire qu'il faut que l'humanité prenne conscience justement des limites de la guerre, du recours systématique à l'arme et à la force brute, pour commencer à développer les valeurs qui peuvent l'amener à évoluer de façon saine et à créer un démarquage réel entre l'espèce humaine et les autres espèces de l'humanité. Vous savez que notre évolution a toujours été marquée par cela. Si vous voyez tout ce que l'histoire nous révèle aujourd'hui, elle ne s'est construite qu'à partir de l'œuvre de l'esprit, c'est-à-dire l'activité intellectuelle, l'activité spirituelle, l'activité culturelle. Et il y a eu des références dans l'humanité qui ont impacté cette humanité-là et qui ont incarné le principe de la transmission par la connaissance. Et donc, si on recourt aujourd'hui à l'arme pour se donner raison, il s'agit là d'un acte lâche, un raccourci immoral qui, malheureusement, rend compte de notre recul manifeste et même déplorable. Luc Abaki, vous êtes journaliste togolais. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour la profondeur de vos analyses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On marque la pause pour les journalistes. Derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.